Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une fois encore ce lundi 3 mars 2025 au compte de votre émission Zénith sur Coloma. Au plaisir une fois encore d'être des nôtres sur la lucarne de la télévision nationale et comme vous le savez, nous avons en tout cas la latitude et pourquoi pas le privilège le plus souvent de servir de pont entre vous et des personnes de ressources, mais également apporter nos analyses autour d'un certain nombre de sujets d'actualité. Une fois encore, mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue dans cette émission. Le 27 février 2025, la préfecture de Gbékédou, en tout cas, a refoulé du monde à l'occasion d'une grandiose manifestation de soutien et de reconnaissance initiée par les filles et fils résidents et ressortissants de la localité à travers le collectif Gbékédou Tchel Général Mamadi Doumbouya, ce qui signifie littéralement Gbékédou dit oui au général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République. Nous allons donc y revenir. Nous allons faire un tour d'horizon à travers les images qui nous sont parvenues et avec le coordinateur du dit collectif. Nous sommes lundi, je le disais donc, 3 mars, 5 jours seulement nous séparent du 8 mars. Comme vous le savez, c'est aussi le mois consacré aux femmes du monde entier. En République de Guinée, plusieurs activités sont donc prévues sur fond d'innovation, à savoir donc, pour en savoir plus, nous avons donc sur ce plateau Madame Kaba Tété, directrice nationale adjointe de la promotion féminine et du genre. Nous allons donc parler, bien sûr, entre autres activités, comme donc je le disais, et surtout, qu'est-ce qui a apporté comme touche nouvelle. Alors, sur ce plateau, je l'ai donc, madame, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, monsieur. Vous allez bien? Ça va, merci. Dieu merci. Alors, j'espère que le ramadan a bien démarré avec les femmes. Oui, alhamdoulilah. Et les femmes sont toujours, en tout cas, en première ligne, hein, parce que là, quand les hommes passent toute une journée de privation et d'abstinence, le soir, ce sont ces femmes, ces braves femmes qui s'approchent et qui apportent ce qu'il faut apporter pour permettre vraiment à l'homme de procéder à la rupture et aux différentes ruptures. Merci beaucoup pour ça. C'est traditionnel. Voilà. Abakar Junior, sur ce plateau, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à nos autorités de la RTG, au ministère de la Communication et de l'Information. Bonjour également à nos mamans, femmes qui sont dans leur mois festif, la célébration du 8 mars. Bonjour à Mohamed III Camara et à tous ceux qui nous regardent de près ou de loin, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et c'est de les encourager de continuer à suivre la télévision nationale parce que c'est elle la source officielle des informations en République de Guinée. En République de Guinée. Et une célébration donc qui va donc se dérouler dans un contexte religieux particulier. Comme vous le savez, c'est le mois de Ramadan. C'est le mois de Ramadan, c'est quoi? On profite de dire... le mois de Carême aussi. Exactement, on profite de dire bonjour à Hadja Ramatoulaye Touré, une brave dame de la RTG qui se bat contre base des marées pour l'émancipation de la femme de Guinée et d'ailleurs parce qu'on a vu ces émissions à travers le monde. Mais ce qui est plus pertinent, Ismaël, cette fois-ci, elle a mis alors la célébration du 8 mars sous la bannière de la prière, de la paix et de l'unité nationale à la mosquée de la ville, la mosquée Al-Massandra Valia. Donc cette brave dame qui est en train de tout faire aujourd'hui veut vraiment organiser cette prière de lecture du Saint-Coran pour la paix et l'unité nationale en Guinée, surtout la réussite de la transition. Et ce sont des femmes qu'il faut encourager parce que toutes ces productions, elle fait sur ses propres frais, d'ici comme d'ailleurs. Et c'est une brave dame qu'il faut encourager. Sauf que la directrice générale, il faudrait en parler, en tout cas à un moment donné, après la retraite de Kindia, on parlait effectivement désormais ou très prochainement de l'existence, n'est-ce pas, des budgets de production pour les émissions. En tout cas, vivement cette bonne nouvelle. Et prochainement, j'espère que les producteurs d'émissions vont vraiment se frotter les mains. Alors, de l'autre côté, Mohamed III Camara, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour aujourd'hui à mes frères techniciens et journalistes de la RTG. Pendant 48 heures, ils étaient vraiment en activité très intense. Je leur souhaite bon vent et bonne chance. Mon bonjour aujourd'hui, c'est pour eux et aussi aux autorités qui n'ont rien ménagé pour pouvoir suivre le mouvement début fin du matin jusqu'au soir aux côtés de ces jeunes filles et garçons. Franchement, il faut leur dire aussi merci. Et aussi encouragement à madame la directrice qui prévoit maintenant un budget de production pour les différentes émissions. C'est pas elle. C'est elle qui a annoncé. Elle a annoncé, alors les autorités qui ont annoncé, on leur souhaite aussi bonne chance et bon vent, réussite dans le projet pour que les émissions soient vraiment un peu boostées pour pouvoir mieux être réalisées.
Très bien. Alors, Abakar Junior, comme d'habitude, Oui. comme vous le savez. Comme d'habitude, Ismaël, l'espoir renaît chez les Guinéens avec le général Mamadi Doumbouya, je ne cesse de le dire. Tu n'es pas sans savoir que l'édition d'avant-hier, on a vu sur la télévision nationale un véhicule Made in Guinée. Et un véhicule Made in Guinée. Je dis bien, il ne serait-ce qu'une usine d'assemblage, ça donne d'espoir et beaucoup d'espoir à la jeunesse guinéenne. Parce que Ismaël, ce que tu n'es pas sans savoir, c'est notre potentialité de disposer des matières premières qui rentrent dans la confection des véhicules ou des engins roulants. Évidemment. Quand vous prenez des avions, j'insiste là-dessus, puisque nous avons la meilleure teneur des bauxites à travers le monde. Quand vous prenez la bauxite, 40 ou 80% des avions qui volent la terre viennent de la Guinée. Aujourd'hui, la bauxite tend dans l'immobilier parce que des fenêtres, des portes sont aujourd'hui en aluminium et beaucoup d'autres choses. Et ce méga projet Simandou 2040, c'est l'exploitation du fer. Ismaël, le fer, tout le monde utilise le fer. Même quand vous allez au champ, les coupes que les gens utilisent, c'est du fer. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'élan technologie, exactement, l'élan de développement que nous voyons, parce qu'il y a un adage Soussou qui dit que c'est mieux de ne pas bien voir que de ne rien voir. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a vu ce véhicule Made in Guinée. Nous avons pleinement l'espoir qu'avec le dévouement des autorités de la transition et surtout le fruit de la refondation, que d'un moment à l'autre, d'accord, on peut avoir des engins fabriqués en Guinée parce qu'on n'aura pas besoin d'importer les matières premières. On va prendre le fer de Simandou pour fabriquer des tracteurs à travers l'innovation technologique et scientifique que nous allons avoir, que l'école, exactement, l'école professionnelle soit capable de faire les dessins, les imprimer en 3D, aller fabriquer des pièces made in Guinée, éventuellement construire des tracteurs pour que la Guinée soit le premier pays producteur de tracteurs ou de véhicules en Afrique parce que nous avons des matières premières. Donc, ce qu'il faut saluer, c'est la volonté politique. Parce que la volonté politique accompagne tous les projets. Évidemment. Même si on a la capacité de le faire, mais si on n'a pas un leader visionnaire qui peut concrétiser la vision, n'est-ce pas, du gouvernement par rapport à un projet, le projet risque de mourir dans l'œuf. C'est pourquoi voir ces véhicules flambant neufs, qu'on dise que la tôlerie, l'assemblage, les pièces et tant d'autres sont fabriqués en Guinée, ils sont montés en Guinée, c'est ce qu'il faut saluer. Certes, on ne peut pas tout de suite dire qu'il faut une usine de véhicules, parce que ça demande plein d'énergie, mais une usine d'assemblage, comme au niveau de ce Paul Kagame, Rwanda, où on monte des Volkswagen, ou comme en Côte d'Ivoire, où on monte des camions, on monte des tracteurs. Je pense que la Guinée, après 67 ans d'indépendance et toute la richesse que nous disposons, ne serons pas incapables de construire un véhicule dans 5 ans, 10 ans, comme la vision est déjà née de nos dirigeants. On espère que c'est un projet gigantesque qu'il faut encourager. Il faut noter le passage, n'est-ce pas, l'unité de l'assemblage, n'est-ce pas, des ordinateurs à Mamon, à l'Institut de... Exactement. Toute cette innovation, ça va dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Je vais un peu lui rafraîchir les mémoires parce que c'est beau, on a maintenant une usine de montage des véhicules made in Guinée, mais on m'a dit reprendre la Guinée là où la Guinée avait démarré. Il y avait une usine de montage de tracteurs ici, c'est Pertam, à côté de l'université Sofonia. C'était une usine de montage de tracteurs avec les années FAPA, le projet agricole, quelque chose comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il y avait l'usine de montage des camions Mack ici, avec Somova, là où il y a l'actuel garage gouvernement. C'était une usine de montage des camions Mack qui étaient beaucoup ici. Vous voyez des camions sur le capot, vous avez un chien là. C'était les Mack. L'usine de montage était en Guinée ici. Et les tracteurs, la Guinée fournissait pas mal aux pays limitrophes. Comme si Mamadi vient maintenant, il ne fait qu'emboîter les pas aux doyens, mais c'est qu'il a repris la Guinée où la Guinée était. Donc il n'y a pas de problème. On ne peut que féliciter et encourager Mamadi Doumbouya. En tout cas, pour votre génération, c'est une très bonne chose que vous aussi, vous voyez un véhicule qui est monté en Guinée, qui circule en Guinée et qui roule sur le sol guinéen. C'est vraiment un plus pour le pays. C'est vraiment, en tout cas, un espoir qui renaît sur les Guinéens et surtout... On peut sanctionner des retardataires, là? Oui, on peut le faire, attendez, s'il vous plaît. Alors, je le disais donc que c'est extrêmement important et tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, même si on ne voit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes conceptions le plus souvent des faits, mais ce qui est
de les saluer, de les commenter et d'accepter, parce que, comme Mohamed le disait tout de suite, notre pays vient de loin. Et si et seulement si on avait continué à pérenniser les acquis du passé, c'est-à-dire, je veux parler de la Première République, aujourd'hui, les Guinéens n'en seraient pas là et on n'en serait pas là. Oui. Mais bon, aujourd'hui, voir avec, n'est-ce pas, un jeune gouvernement, un jeune président qui est en train de revenir sur vraiment ces sillons presque qui étaient déjà effacés, il faut dire, sur la carte. On ne savait même plus où poser les pieds. Et aujourd'hui, on commence à retrouver effectivement ces anciens schémas. J'espère que vraiment c'est salutaire et cela mérite d'être accompagné et adhéré par l'ensemble, n'est-ce pas, du peuple de Guinée. On peut aujourd'hui quand même se taper la poitrine pour dire, écoutez, désormais dans notre pays, on peut faire ceci, on peut faire cela, chose qui n'était pas déjà qui avait complètement disparu dans nos habitudes. Quand vous partez dans les autres pays, le plus souvent, à cause, n'est-ce pas, pour une question d'honneur, on est obligé effectivement de se référer aux avancées classiques pour parler de la Guinée. Oui. Mais à un moment donné, on n'avait plus rien vraiment qu'on pouvait brandir aux yeux des autres, n'est-ce pas, dans le concert des nations ou dans les rencontres. Je sais de quoi je parle, parce que pour avoir été 3 fois en Égypte, je sais combien de fois nous avons, parce que là c'est à l'occasion d'une rencontre panafricaine, je peux dire comme ça, des journalistes, programmeurs et des ingénieurs, quand vous vous rencontrez, il y a une journée spéciale qu'on appelle journée africaine, où chacun doit parler, n'est-ce pas, de son pays, y compris de son développement, mais même les salaires le plus souvent. Donc vous êtes obligé le plus souvent, n'est-ce pas, d'aller dans le décor pour ne pas quand même déshonorer votre pays. Alors si aujourd'hui on n'a plus besoin des arguments, on veut donc vraiment que tout ce que nous sommes en train de dire, que c'est du concret, ce sont des réalités. J'espère que franchement, il faudra remercier ceux qui sont vraiment à la base, n'est-ce pas, de ces réalités. Alors, Ismaël, si tu me permets pour terminer sur ce sujet, moi je pense que aujourd'hui le grand défi s'impose à la jeunesse. S'impose à la jeunesse dans le cadre surtout de la formation. C'est que on ne peut pas aider une jeunesse désœuvrée qui végète dans l'obscurantisme intellectuel et même avec les métiers, parce que si vous n'apprenez rien, il serait difficile pour vous de vous aider. Et tout le monde n'est pas obligé d'aller à l'université. C'est ce qu'il faut comprendre. Au fait, moi, quand je serai dans les instances de décision, le système éducatif doit changer. Parce que quelqu'un qui a le BTS... Comme ça a commencé à changer déjà. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'innovations au niveau de l'enseignement. Quelqu'un qui a fait un centre de formation professionnelle. Moi, je suis fonctionnaire. Si tu n'as pas 3 millions par mois, celui qui ne fait que nettoyer les climatiseurs à 500 000 par climatiseur ou 200 000, quand il nettoie 30 climatiseurs par mois, il est plus payé qu'un fonctionnaire. C'est 100 000. Donc, exactement, 100 000. Maintenant, supposons que toi, tu peux entretenir 10 climatiseurs ou 5 par jour. 5 par jour, il ne serait que 100 000, ça te fait 500 000 par jour. Et si tu fais 10, ça te fait 1 million par jour. Donc, 1 million fois 30, tu as 30 millions qu'un fonctionnaire peut accumuler pendant 8 mois de salaire. Donc il est même obligé d'aller s'endetter auprès des banques. Au fait, l'école n'est pas un passage obligé pour l'avenir. Au fait, l'université, surtout l'université, c'est le lieu pour nous. Je l'ai déjà dit ici. La Chine s'est développée sur la formation professionnelle. Bien sûr. Parce que toute l'Asie, beaucoup d'universitaires sont plus théoriques que pratiques. Quand vous prenez alors les hommes de métier, c'est eux qui construisent le pays. C'est pourquoi il faut mettre un accent particulier sur la formation de la jeunesse. Comme c'est en train d'être fait depuis déjà un certain temps. Exactement, nous tendons vers l'émergence de la Guinée à travers le projet Simandou. Et là, on ne peut pas prendre la main d'œuvre ailleurs. Il faut que ce soit des Guinéens. Parce que la main d'œuvre est favorite s'il y a compétence égale. Mais si les autres sont plus compétents que vous, ils seront obligés de faire appel à l'international pour prendre des ouvriers qualifiés. C'est pourquoi cette opportunité que le général Mamadi Doumbouya et toute son équipe gouvernementale donne à la jeunesse guinéenne, il faut les sensibiliser pour une formation rationnelle parce que le pays nous appartient. Une formation rationnelle, une formation d'emploi, une formation en tout cas qualifiante, une formation nous permettant de changer complètement et carrément la donne dans notre pays. Et déjà, pour un peu amender ce que Junior vient de dire, aujourd'hui, avant, quand on passait par les écoles professionnelles, quand on passait par l'enseignement technique et la formation professionnelle, on était obligé de se recycler pour aller à l'université, pour être aujourd'hui, il faut se dire, hiérarchie A, ainsi de suite, parce que c'était une guerre de hiérarchie. Mais aujourd'hui,
nous constatons, et moi-même j'ai des exemples, que les uns et les autres aujourd'hui diplômés dans nos institutions d'enseignement supérieur, je vais parler donc des universités, viennent, je ne sais pas comment on peut appeler ça, est-ce que c'est recyclé encore au niveau de l'enseignement technique? Ils viennent apprendre en tout cas un métier dans nos écoles techniques. Alors moi je pense qu'aujourd'hui on est en train de comprendre. Et il va falloir que les autres qui n'ont pas encore compris se réveillent et essayent d'emboîter les pas. C'est extrêmement important car c'est dans la jeunesse qu'on a du temps, on a de l'énergie à apprendre. Alors le temps pour nous d'accueillir notre invité qui a donc accusé un tout petit peu de retard, sauf que c'était pas habituel, donc il est pardonnable, il faut accepter. Docteur Dembadouno, donc sur ce plateau qui nous rentre tout droit de Guéguédou, et je le disais à l'entame de cette émission, et c'était à l'occasion d'une manifestation grandiose de soutien et de reconnaissance des œuvres du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Il s'agissait donc du collectif Guéguédou Thiel. Guéguédou dit oui au président de la République à travers les œuvres qui sont aujourd'hui en train de réaliser sur l'ensemble du territoire national, mais notamment à Guéguédou particulièrement. Alors, docteur, bonjour et merci en tout cas d'être là et d'avoir rejoint l'équipe. Voilà, et bonjour monsieur Ismaël, oui. Bonjour à mon doyen, bonjour à Junior, bonjour madame, bonjour tout le monde et je m'excuse du retard. C'est la fatigue. Voilà, je suis rentré à 4h du matin de Guéguédou et j'aimerais juste vous dire que c'est ça, si c'est la jeunesse est engagée, la jeunesse peut bien se former et c'est pour cela que nous devons soutenir le président général Mamadi Doumbouya. Parce que lui, il est la jeunesse, lui, il est dans notre vision. Parce que si c'est pas lui, si vous entendez formation professionnelle, il faut qu'il y ait des écoles, il faut que les écoles soient occupées. Il faut un président qui est dans cet esprit. Alors c'est pour cela que nous sommes levés pour le soutenir. C'est pour dire que si c'est la jeunesse est engagée, la jeunesse peut faire la formation, mais faire la formation sur quoi, dans quelle école, s'il n'y en a pas. Le président, il est là pour nous donner des écoles, équiper déjà des écoles, changer l'image des écoles, pourquoi pas aller dans une école professionnelle, pourquoi aller à l'université? Parce qu'il n'y a pas d'école professionnelle, il n'y en avait pas. Cette formation d'école professionnelle, il n'y a pas de métier. Tu partais juste dans les salles, il n'y a pas d'outils d'apprentissage. C'est pour cela que tout le monde, les gens avaient décidé d'aller à l'université. Mais aujourd'hui, si une école est équipée, où il y a déjà tout est équipé, mais nous, la jeunesse, nous sommes motivés. Où il y a des mesures incitatives. Merci. Donc parce nous sommes motivés. La théorie à la pratique. Voilà. Donc déjà, si c'est sur ce côté, la jeunesse guinéenne est bien motivé à suivre les formations parce que nous savons qu'il y a l'avenir qui nous attend, il y a Simandou qui nous attend et le président est prêt pour nous accompagner en les écoles et en construisant des écoles. Et sans oublier les pécules pour l'école professionnelle. Je parle notamment, effectivement, c'est de ça que je parlais, des mesures incitatives. Exactement. Parce qu'à l'époque, cela n'existait pas. Et aujourd'hui, on encourage quand même. Et les meilleurs au niveau des enseignements, de l'enseignement technique sont aussi récompensés. Il y a des projets pour ça. Et on a vu quand même des projets et programmes de distribution, n'est-ce pas, des kits aux étudiants de ces écoles techniques. Alors, Madame Kaba Tété est directrice nationale adjointe de la promotion féminine et du genre. Et sur la question, parce qu'elle n'est pas là pour ça, elle est là, c'est pour nous parler effectivement des préparatifs du 8 mars, la célébration bien sûr de cette grandiose fête qui est dédiée aux femmes et durant tout le mois. Elle est là pour nous parler de ces programmes, mais c'est aussi une mère de famille qui observe et qui vraiment sait ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Elle a aussi son mot à dire. Chez nous, c'est cela. Quand vous arrivez, il y a des sujets auxquels vous allez forcément vous toucher. Merci bien de nous donner l'opportunité de parler du 8 mars, qui est la journée internationale de la femme, qui tire son histoire depuis en 1909, où les femmes en Allemagne, c'était une fête nationale. Mais en 2017, le 8 mars précisément à Petrograd, en Russie, les femmes se sont révoltées au début de la révolution russe. Et en 1977, les Nations Unies ont officialisé cette date en invitant tous les pays à célébrer la femme. Et c'est une opportunité pour le monde entier de mettre en lumière les défis spécifiques auxquels les femmes sont confrontées et de promouvoir l'égalité des sexes. Bon, donc depuis cette date, la Guinée la célèbre, cette journée,
Et la particularité cette fois-ci, c'est que nous célébrons, depuis l'avènement du CNRD, nous faisons tout le mois du mars qui est dédié à la femme. Et comme vous le savez, le président a dédié son mandat aux femmes. Et cette année, comme ça tombe pendant le mois de Ramadan, nous allons ouvrir le bal du mois, si je puis dire ainsi, par une lecture de Saint-Coran le vendredi à la mosquée Faisal, où une lecture sera faite en faveur des femmes, en faveur du président de la République, en faveur de toute la population guinéenne. Et le samedi 8, au lieu d'avoir une mobilisation comme nous avons l'habitude de le faire au Palais du Peuple, au Palais du Peuple, cette fois-ci nous allons le faire au chapiteau avec des panels. Parce qu'il faut vraiment, comme Madame la ministre aime répéter, il faut changer de paradigme. Parce que qu'est-ce que pendant toutes ces années, là, plus de 30 ans, on se mobilise au Palais du Peuple, écouter les discours qui ne sont pas vraiment écoutés par les femmes, danser, qu'est-ce que nous célébrons, qu'est-ce que nous défendons. Nous avons des droits, c'est la célébration de nos droits, mais en même temps, on doit plutôt réclamer nos droits, dire d'accord les progrès qui ont été réalisés, mais aussi il y a des défis qui persistent. Et dans le domaine, par exemple, si je prends, les femmes sont presque absentes dans les prises de décision. Il n'y en a pas beaucoup dans les instances de décision. Les femmes, bien qu'on ait voté la loi sur la parité, elle n'est pas encore effective, en vigueur, parce que en ce moment, nous avons 6 femmes, je crois, dans le gouvernement, 2 femmes secrétaires générales et je crois à peu près plus de 5 en tout cas femmes, chefs de cabinet. Donc nous voudrons avoir plus, parce que comme vous le savez, le poids en Guinée repose beaucoup sur la femme. Vous sortez le matin à 3h du matin, elles sont les premières dans les marchés, les premières à se lever et les dernières à se coucher. Et en organisant des panels qui sera célébré qui sera autour des 12 points critiques de Beijing, dont entre autres la femme et la pauvreté, la femme et l'environnement, la femme et les médias, la femme et l'économie. Donc nous allons organiser 4 panels, autour de ces 12 points critiques, pour vraiment dire... Au même endroit? Au même endroit. Ça se fera le même jour? Le même jour, au chapiteau. Okay. Pour voir ce qui est fait et ce qui reste à faire. Et bien sûr qu'il y aura des recommandations qui seront issues de ces panels-là et voir comment les appliquer pour vraiment donner aux femmes leurs droits. Donc c'est ce que nous comptons faire. Alors, avant de parler donc des innovations, depuis un certain temps, vous venez de le dire, le calendrier a un peu changé. C'était juste le 8 mars, on se retrouvait, on portait les uniformes et puis voilà, on tenait des discours, on dansait et voire même ça se mangeait de l'autre côté. Mais depuis l'arrivée des autorités du CNRD, c'est tout le mois, effectivement, la femme est à l'honneur pendant tout le mois, comme vous le dites. Et il y a eu. Alors, est-ce que depuis cela, il y a eu quand même des avancées significatives dans la prise en compte des préoccupations des femmes? Est-ce qu'il y en a eu depuis vraiment ces autorités à la tête du pays? Oui, comme vous le dites, nous allons continuer à porter les uniformes. Parce que les uniformes, même si la célébration n'est pas une grande mobilisation, nous allons porter les uniformes parce que les uniformes, ça permet aux femmes teinturières d'avoir des petits revenus. Parce qu'il y en a certaines qui ne comptent que sur ce mois-là pour avoir des revenus. Et depuis, nous avons le FAEF, le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes, depuis l'avènement du CNRD, qui appuie les femmes, facilite leur accès au crédit, à la formation en gestion financière par exemple, les accompagner à sortir du secteur informel et passer à secteur formel en obtenant leur RCCM. Et
il y a plus de 1000 femmes qui ont été accompagnées en obtenant des crédits, et ça, en passant par les IMF. Le ministère a signé un accord avec Orange Finance qui accompagne les femmes, et elles sont formées sur l'importance de l'entrepreneuriat, de la gestion. Et il y a les CAF. Avant, c'était les CAF, le centre d'autonomisation des femmes. Depuis l'avènement, nous avons maintenant les centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat des filles. Donc ça, c'est pour les filles qui sont scolarisées ou non déscolarisées ou non scolarisées. Donc la formation est adaptée en leur faveur, et elles aussi, elles sont formées en coopérative, ce qui ne se faisait pas avant. Maintenant qu'elles sont formées en coopérative, c'est plus facile de les accompagner. Elles sont formelles, elles peuvent obtenir des crédits, elles peuvent avoir des subventions. Et le 1er 8 mars du président de la République, M. Mamadi Doumbouya, vous vous rappelez qu'il a appuyé 300 groupements féminins en leur accordant des subventions. Gratuites. Gratuites. Oui. Et ce qui a permis à beaucoup de femmes, aujourd'hui, un cas de Zéro Corée, des femmes qui ont pu avoir cette subvention de 50 millions, aujourd'hui, elles ont 200 millions d'économies. C'est pour vous dire que le paradigme a changé. Nous sommes en train d'aller vraiment vers l'autonomisation réelle des femmes. L'appui est réel, et on ne peut que saluer tout ce qui est fait par le président de la République et de son gouvernement en faveur des femmes. D'accord. Abakar Junior, Mohamed III, autour des activités prévues, si vous avez des précisions avant de passer à l'innovation cette année. Oui, moi je voudrais savoir un peu, parce qu'on dit la célébration de la fête de l'indépendance dernière, c'est s'inspirer du passé pour construire l'avenir. La Guinéenne, c'était sous l'honneur des femmes. Oui. Aujourd'hui, quelle est votre représentativité dans les instances de décision? Parce que quand même, il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été fournis, mais les femmes ont encore besoin d'appartenir à des instances de décision, comme dans d'autres structures. Bon, comme je le disais à l'entame, les femmes ne sont pas assez représentées dans les instances de prise de décision. À part au CNT, où elles sont à peu près plus de 30,1%, je crois, sur l'ensemble des conseillers. À part ça, nous ne sommes même pas 30%. Si on prend par exemple le gouvernement, il n'y a que 6 femmes, si je ne me trompe pas. Et ça veut dire que donc nous avons un long chemin à faire. Beaucoup a été fait, c'est vrai, en faveur des femmes, mais pour les prises de décision, on n'a pas. Il n'y a aucune femme gouverneur que je sache, ni dans les préfectures, ni au niveau des sous-préfectures. Je n'en connais pas, sauf si je n'ai pas l'information correcte. Et donc nous nous battons pour que les femmes soient vues. Le ministère est en train de mettre en place un programme qui s'appelle le Compendium des compétences féminines de Guinée, qui va permettre aux décideurs d'avoir un répertoire en cas où ils ont besoin de les utiliser dans toutes les sphères de la vie. Parce que ces femmes-là, que ce soit les femmes diplômées, non diplômées, mais une fois qu'elles ont une compétence dans leur champ d'intervention, elles sont répertoriées sur cette liste-là. Donc ça, c'est un outil que nous avons, que nous pourrons vendre non seulement au secteur public mixte et privé, pour pouvoir vraiment demander, comment dirais-je, pas demander, pour répertorier les femmes qui pourraient contribuer à l'édifice national. D'accord. Mohamed? Oui, moi je voudrais savoir d'abord, puisque le président, depuis la première activité, il a donné au moins, il a soutenu plus de 300 groupements. Ces groupements ont fait des confectionnements. Est-ce que vous avez une idée sur la capacité et la quantité de représentativité de notre pays à l'international? Parce que souvent il y a des foires par-ci et là. Quel a été l'apport que la Guinée a pu faire pour vendre mieux l'image de notre pays? J'avoue que la Guinée assiste à beaucoup de salons internationaux,
mais souvent, malheureusement, elles le font sur leurs propres frais. Et vous savez que les moyens ne sont pas là, et elles n'ont pas assez de moyens. Il y a beaucoup d'obstacles qui les empêchent à vraiment produire de façon professionnelle. Pas professionnelle, mais c'est-à-dire la matière première fait défaut. L'obtention de la matière première, parce qu'elles sont obligées d'importer le matériau qui est importé, qu'elles achètent à un prix élevé, parce que même le commun des Guinéens, c'est pas toutes les femmes guinéennes qui peuvent se permettre, par exemple, de porter la bonne qualité de nos tissus. De nos textiles. De nos textiles que nous fabriquons ici. Pour la simple raison qu'elles ne sont pas appuyées. Et c'est une des doléances que nous allons faire cette fois-ci, au 8 mars, à ce que les femmes soient appuyées pour pouvoir avoir la matière première, avoir une garantie, pour pouvoir importer, acheter moins cher et pouvoir fabriquer afin que tout le commun des Guinéens puisse l'avoir. Malheureusement, on avait l'usine de Samaya de textile. La Guinée avait une usine de textile en 1968. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Il y a toute la sous-région d'ailleurs. Malheureusement, et les femmes maliennes sont venues apprendre la teinture ici. Aujourd'hui, elles nous ont dépassées. Pourquoi? Parce que leur gouvernement les appuie. Pour obtenir la matière première. Et la Guinée aussi a besoin de ça aujourd'hui. Donc en faisant ça, elles ont besoin aussi d'être renforcées, en plus en formation pour la fixation du textile. Parce que souvent ça aussi c'est un problème. Parce que même si les gens apprécient, la fixation pose problème. Vous vous occupez aussi des personnes vulnérables, votre département, surtout des femmes porteuses de handicap. Dites-nous, qu'est-ce qui est prévu pour elles lors de ce panel que vous voulez organiser? Nous prenons les femmes dans leur globalité. Pour éviter toute stigmatisation. On les prend dans leur globalité. Et d'ailleurs, pour leur montrer qu'elles ne sont pas en reste, il y a une des femmes handicap qui sera panéliste. Et il y a la Direction nationale des personnes vulnérables qui a un vaste programme pour cette catégorie de nos cibles. Donc elles reçoivent des formations au même titre que les autres femmes. Il y a la Cité de la Solidarité qui est en train d'être rénovée, qui va être rénovée pour pouvoir. Il y a l'école Sogué qui est là-bas et Babasso qui va être rénovée pour permettre aux femmes handicapées de produire comme les autres femmes. Et d'ailleurs, il y en a qui le font déjà, qui font la teinture aussi et qui font de la très bonne teinture. Donc, elles ne sont pas en reste du tout. D'accord. Du tout. Alors, on revient donc sur la question. Oui, sur la question, parce que déjà, quand vous parlez Bogolan, par exemple, on parle souvent de Bogolan. Elle est venue apprendre ici, le lac de Taouyal, où il y avait un atelier de teinture. C'est là qu'elle est venue apprendre. Et les Guinéens vont aujourd'hui pour acheter et venir nous revendre ici. Et pour finir, comme je vous ai dit dès le début, on a tout créé, les autres ont développé chez eux. Et il faut qu'on suivi. Oui, mais écoutez, quand on parle de Sili Cinéma, aujourd'hui, Ouagadougou a récupéré. C'était la Guinée. Quand on parle de Siliphone, la musique, c'était la Guinée. Aujourd'hui, c'est parti ailleurs. Donc, il ne faut pas qu'on crée et qu'on laisse les autres développer, que nous-mêmes, nous créons, nous donnons l'idée aux autres et qu'eux, ils développent. Nous ne pouvons pas avancer. C'est un peu ça, quoi, je voulais dire. D'accord. La femme guinéenne a toujours été à l'avant-garde. La Guinée a été avant-gardiste vraiment pour l'émancipation de la femme. Et comme vous savez, la première femme à avoir présidé au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était une Guinéenne, Jean-Martin Cissé. La première femme pilote à avoir conduit un président, c'était Binta Pilote. Binta Pilote, c'était une Guinéenne. Et la première femme ingénieure universitaire, c'était aussi une Guinéenne. Elle vit encore, elle est là. Elle a 80 ans. Je viens de l'interviewer, ça ne va pas des semaines. Il faut saluer quand même de passage vraiment la prouesse de ces femmes. Quelque part, elles ont aussi une certaine valeur. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, avant donc de passer à la question suivante, qu'est-ce que les femmes devraient faire aujourd'hui afin vraiment d'exprimer de telles carrures à l'international? Est-ce qu'à l'intérieur, est-ce que c'est seulement au niveau des politiques stratégiques ou bien les femmes elles-mêmes devraient aussi travailler sur elles-mêmes afin d'incarner un tel niveau de responsabilité? D'abord, il faudrait la solidarité féminine. Et en dehors de ça, nous avons besoin de l'appui de vous, les hommes.
Parce que quand on parle par exemple de genre, c'est femmes et hommes, mais pour l'instant, il y a un déséquilibre. C'est pour cela on se bat quand on parle d'inégalité, c'est parce qu'il y a un déséquilibre entre les pouvoirs. Si on prend par exemple, on voit par exemple pendant les élections, les femmes sont mises en avant pour mobiliser, mais au moment de partager le gâteau, elles sont derrière. Elles sont derrière. Ou elles sont lésées. Elles sont lésées. C'est la partie légère, quoi. Donc, pour ça, non seulement vous, les hommes, vous avez besoin de nous accompagner, donner aux femmes la place qu'il leur revienne, qu'il leur faut, parce que c'est pas parce qu'il y a un manque de compétences, hein. C'est pas parce qu'il y en a pas, il y en a plein. Il y a beaucoup de femmes qui sont compétentes. On les voit dans les ministères, on les voit dans la société civile. Mais c'est que vous ne les accompagnez pas aussi. Et il y a vraiment le manque de solidarité. Il y a je dirais, une compétition négative entre les femmes. Je pense, ça c'est ma lecture des choses. C'est bien dit, la compétition négative. Compétition négative. Donc, ça aussi c'est un gros problème. Pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant, on doit se donner la main. Comme on dit, la main ne peut pas se laver seule. Il faut 2 mains pour se laver. Ou bien pendant que quelqu'un lave ton dos, tu te laves le ventre. Donc, on doit être appuyé. Et puis connaître vraiment aussi nos droits. Il y a le manque de connaissance de nos droits. Et quand on connaît nos droits, on connaît nos devoirs, on peut faire plus de réclamations, on peut porter notre voix. Et cela passe nécessairement par la formation. La formation, les femmes sont... Comme il y en a, le problème est que les pesanteurs socio-culturels qui pèsent sur les femmes. Et il y a le fait aussi que la pauvreté joue un grand rôle. Quand une famille doit choisir entre la fille et le garçon, qui doit être scolarisé, ils préfèrent choisir le garçon au lieu de la fille. Donc, ça, c'est un problème. Donc, et nous sensibilisons et nous allons continuer à sensibiliser pour dire que les droits sont égaux. Dieu nous a créés égaux, donc nous devons respecter le premier verset du Coran qui est descendu. À tout le monde. Hein? Oui, à tout le monde. Le premier verset qui est descendu, c'est Ikra. Hein? Lis. Il n'a pas été dit aux garçons de lire ou bien aux femmes de lire. C'est hommes et femmes. Et nous avons la sourate les femmes, le chapitre 4 du Coran, qui est la constitution d'ailleurs de la vie. Si tu vois, tout ce qui régit notre vie est dedans. Donc il n'y a pas de préférence entre les hommes et les femmes. C'est nous qui avons créé ça et à vous les hommes de nous aider à... Donc l'implication des hommes aux côtés des femmes est cruciale. D'accord. Pour mettre fin à ces inégalités. D'accord. Et autre volet de votre lutte, c'est les VBG, les violences basées sur le genre. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui la tendance baisse? Parce que il y a des années où on a vu le fléau en train de grimper à grande échelle. Si vous suivez bien les informations, vous voyez qu'en ce moment, je dirais qu'il y a une recrudescence des viols de forme physique. Dernièrement, c'était à Zérékouré, je crois, où une fille de 11 ans avait été violée. Aujourd'hui, elle n'a plus l'usage de ses pieds. En dépit des sensibilisations qui ont été faites par l'État, par les ONG, ça continue. Nous avons de très belles lois, mais hélas, la loi n'est pas appliquée, fait défaut. Si on sanctionne réellement, je pense que la tendance va baisser. Parce que la réalité est qu'on ne pourra jamais mettre fin aux violences. Parce que même les pays les plus développés subissent il y a des violences tous les jours. Même pire que chez nous, certes. Hein, par exemple, il y a beaucoup de féminicides en Occident. On n'en connaît pas ici, beaucoup. Par rapport, chez nous, c'est plutôt les viols, les abus verbaux, les abus physiques, abus économiques. Parce qu'il y a des hommes, par exemple, des époux, qui privent leur famille ou leur épouse des dépenses. Ça, c'est un abus économique. Oui. Et nous avons commencé aussi pour vraiment toucher, pour sensibiliser les gens, la future génération. Nous avons commencé à sensibiliser dans les universités. Parce qu'ils sont les parents de demain. Et ce n'est plus aux femmes seulement, mais aux femmes et aux hommes.
Parce que la plupart des violences faites aux femmes proviennent des hommes. C'est vrai qu'il y a... Allez-y. Qui viole. Qui viole. D'accord. Ce sont les hommes. Ouais. Hein? C'est vrai qu'il y a des femmes, par exemple, les femmes ont tendance plutôt à faire subir aux victimes des punitions corporelles. Mais les violences faites aux femmes viennent généralement des hommes. Donc c'est pour cela maintenant nous avons commencé à sensibiliser les garçons pour dire que ce qu'ils font aux autres, ils ne doivent pas le faire. Ils ne le feront pas à leur sœur, ni à leur mère, ni à leur tante. Donc ils doivent traiter les autres comme tels. Sauf que par endroit aussi, il y a des hommes aussi qui subissent... Exactement. Il y a des hommes aussi qui subissent des cas de violence. Oui. C'est sûr, Et au-delà- mais beaucoup moins que les femmes. D'accord. Et au-delà, puisque Elle ne vous peut que parlez... défendre sa cause. Hein. Non. Je suis réaliste quand même. Puisque Ok. vous parlez Hein? des universités, est-ce que vous parvenez parfois à sensibiliser aussi pour le mode vestimentaire? Parce que ça y va de la responsabilité non seulement des parents, mais des universités. Surtout les filles. Surtout des filles, justement. J'avoue que on en parle à l'interne au sein de la direction. D'accord. Bon, d'autres diront qu'elles sont libres de s'habiller comme elles veulent. Mais je pense qu'il y a Qui une pourraient limite. aussi être source de violence. C'est possible. Parce que c'est incitatif. C'est Voilà. incitatif, c'est ça, c'est Les incitatif. tenues, les C'est- démarches, ça peut attirer les hommes vers les filles et qui n'ont pas l'âge. C'est pas normal. Et ces habits sont portés aussi au vu des parents, au sortir. Ou même si elles le font peut-être hors là-bas, mais quand même, s'il y a une très bonne éducation à la maison et qu'il y a un bon suivi à la maison, parce que c'est la première cellule là, du développement d'un pays. La famille, l'école vient et puis la société ajoute. Et je crois qu'il faut continuer. Ça commence par toujours la à famille. sensibiliser. Oui, mais la famille. Oui, je suis d'accord. Ça commence par la famille. Oui. Comme nous allons ce mois-ci sensibiliser les femmes, non seulement sur leurs droits, mais sur leurs devoirs. Parce que chaque droit équivaut à un ou plusieurs devoirs. Exactement. Donc, il y a une responsabilité parentale, Oui. il y a une responsabilité étatique aussi. Donc, nous devons travailler ensemble, main dans la main, pour corriger certains manquements. Donc, si, pour revenir aux tenues vestimentaires, l'école aussi devrait avoir une exigence. Si l'école le fait, les parents seront obligés, ou l'élève même sera obligé de se soumettre à cette règle. Et ça, l'école qui est plus remarquée dans ça, c'est l'ISEC de Lambaye. Parce que D'accord. là-bas, il y a Là, des... quand même, c'est les éducateurs Voilà. conformes. Il y a Ça, c'est des obligatoire. tenues où on a mis la croix dessus. Tu ne peux C'est pas obligatoire. rentrer au sein de l'université Moi, avec ma ces tenues. propre fille envoyée à cause du port des mèches là. Voilà. Et quand je suis venu, j'ai appuyé tout de suite la direction. C'est Parce que la fondatrice m'a appelé, elle dit mais elle est venue à mèche et puis moi mon école c'est interdit. Pas qu'elle est D'accord, en merci, train de- merci pour Donc, ces c'est une informations bonne chose. complémentaires. On va donc poursuivre cette émission, et mes téléspectateurs. On va donc permettre à notre directrice générale adjointe de la promotion féminine et du genre, et le temps pour nous, n'est-ce pas, de nous tourner vers, bien sûr, Guéguédou. Et là, on va parler de Bekedou Tchè, Bekedou. voilà, ce collectif qui nous vient tout droit de l'intérieur du pays par rapport à cet événement. Et il est là pour nous faire, en tout cas, un compte-rendu. Alors, docteur Lembadouno, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation et on a sciemment parlé de cet événement. Alors, dites-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé et concrètement. Et avec un appui de la réalisation, on aura le temps de partir avec certainement des images d'illustration. Allez-y, docteur. Vraiment, je suis devant vous ce matin avec une grande joie. Avec une grande joie, parce que l'événement qu'on a organisé le 27, ça a été vraiment un événement hors norme pour la première fois à Guéguédou. Cet événement qui a regroupé toutes les couches et puis qui a fait sortir Ah, nous aussi... sommes en train de voir déjà les images. Voilà. Et vous voyez, ça c'était tout Guéguédou qui était sorti. C'était une marée de foule et qui était avec un slogan Guéguédou dit oui, Guéguédou Tchèl Doumbouya. Guéguédou dit oui au président général Mamadi Doumbouya et Guéguédou est prêt à l'accompagner. Donc ça a été compliqué en regroupant les ressources, mais comme je vous ai dit, ça a été une surprise pour l'État parce que les jeunes de Guéguédou se sont levés pour dire que
qu'est-ce qu'on attend pour soutenir notre président? Chacun a pu contribuer de ce qu'il a en matière d'engins, motos, véhicules, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont essayé aussi de mettre la nourriture préparée pour les invités. Donc c'est venu comme ça et que l'événement, en une journée, nous avons fait la marche de soutien de l'unité et de paix. Nous avons fait un meeting au niveau de la maison des jeunes. Après, nous sommes partis faire les bénédictions, prier pour le président, le gouvernement et pour le pays dans les mosquées et églises. Et à la fin, nous avons terminé par un concert géant où nous avons invité, fait la valeur des artistes qui sont en train de se débrouiller dans la préfecture. Et certains artistes, voilà. Et certains artistes qui sont venus aussi de Conakry, mais qui étaient de Guéguédou, qui sont qui viennent de Guéguédou, mais qui évoluent à Conakry. Donc la fête fut belle. Et vous avez vu les images, vous voyez comment ça c'était dans la salle au stade où le stade était bourré. Nous sommes restés jusqu'à 23h. On était obligé d'arrêter même le concert parce qu'on évitait pour ne pas qu'il y ait de drame. Mais je vais attirer aussi votre attention. Nous avons fait l'activité là, 0 blessé. 0 blessé, sans incident. Dieu merci. Zéro blessé. Il n'est pas facile quand même de regrouper. Voilà. Et nous, l'équipe de Conakry, nous avons quitté à leur retour sans aussi, nous sommes partis sans et sauf revenir. Sans heurte. Voilà. C'est ce qui fait encore aujourd'hui que je suis là devant vous. Donc on remercie Dieu, on remercie les autorités en place qui nous ont appuyés. On remercie nos ministres qui sont de Guéguédou, c'est-à-dire le ministre François Bruno, ministre de la fonction publique et du travail, le ministre secrétaire général Benoît Kamanou et aussi le ministre de l'énergie, Abakar Kamara, qui nous ont accompagnés moralement, qui nous ont aussi accompagnés financièrement. Donc nous continuons, nous faisons la pause, mais pendant cette pause, nous allons toujours passer par des sensibilisations dans les foyers, dans les districts, pour l'unité, pour la paix, pour la quiétude et exciter, motiver la population à se recenser. Parce que nous avons vu aussi le constat que nous avons vu à Guéguédou, le recensement par exemple biométrique au niveau des extraits, la carte d'identité. Les gens ne sont pas motivés. Et nous, à travers le collectif Guéguédou Thiel Doumbouya, parce que nous avons dit nous n'allons pas attendre le gouvernement. Nous n'allons pas attendre que le gouvernement nous finance pour faire certaines activités. Nous allons commencer par l'activité de soutien pour le dire que nous le soutenons. Nous allons aussi poser des jalons, nous allons continuer avec des activités que nous-mêmes nous allons financer. Nous allons passer de porte à porte, motiver que les gens puissent se recenser, les gens puissent réellement suivre, participer au recensement, avoir les extraits, les cartes. Et puis parce que si tu entends, si tu veux soutenir ton président dans les prochaines élections, il faut que tu sois recensé. Exactement. Il faut que Guéguédou ait la plus grande capacité, c'est-à-dire le plus grand pourcentage en matière de recensement pour que 100% pendant les élections, nous mettons haut et fort. Déjà, nous avons dit au président Mamadi Doumbouya qu'il est notre candidat. Il n'y a pas... quand j'écoute souvent certains dire... Est-ce que vous avez demandé son avis? Non, écoutez, c'est l'avis là que je dis. Non, je demande. Non, écoutez, oui, c'est une bonne question. Hein? C'est une bonne question. C'est un soldat. Le soldat est là pour le peuple. Le soldat, il est là pour sa patrie. Alors, les gens sont en train de dire le mot du soldat parce qu'il a dit qu'il ne va pas se présenter. Nous, les Guinéens, nous, le peuple de Guéguédou, nous, la préfecture de Guéguédou, le peuple de Guinée, nous disons le mot du soldat, c'est de ne pas abandonner ton pays, c'est de ne pas abandonner ton peuple. Alors, son peuple a besoin de lui. Il faut qu'il soit candidat. Et nous, nous le soutenons. 100%, on passe. Donc, si nous comprenons très bien, après donc ces grandioses manifestations des prières, et d'ailleurs, on dira donc que, sans quand même se tromper, que le programme qui avait été prévu avait été bel et bien respecté, mais et que les prochaines étapes, sont les sensibilisations, n'est-ce pas, dans les agglomérations de Guéguédou, afin que la population puisse accepter, n'est-ce pas, de se faire recenser à travers ce grand projet, parce que ce projet est d'une importance capitale. Ce n'est pas seulement l'acquisition, n'est-ce pas, des documents d'état civil, mais il y a ce qu'on appelle ici le niveau de pauvreté qui pourrait permettre à l'État, c'est-à-dire mesurer le niveau de pauvreté pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, aux besoins de nos différentes populations dans l'arrière-pays. C'est ce qui est extrêmement important. C'est pourquoi le ministère
que couvre notre collègue, je vais dire le ministère du Plan et de la Coopération internationale, puisse vraiment avoir des chiffres exacts ou des chiffres en tout cas approximatifs pour permettre vraiment de travailler sur un plan stratégique lui permettant, n'est-ce pas, de juguler le niveau de pauvreté de nos différentes populations. Mohamed III. Voilà, moi, il a évoqué un point qui m'a beaucoup marqué, c'est bon de soutenir le mouvement, c'est bon d'accompagner le président, mais ne peut voter que celui qui a sa carte d'électeur. Et celui qui n'a pas la carte. Ça, c'est l'exemple vient de lui, Guékédou, mais c'est valable pour tout le territoire national de la ville de Guinée. Parce que allez voter pour Ismaël. Quel que soit le candidat. Voilà, allez voter pour Ismaël. Il faut que je sois détenteur d'un papier me permettant d'avoir accès aux urnes pour pouvoir être à l'isoloir et pouvoir voter pour toi. Oui. Donc, pour le faire, il faut que les gens acceptent, au lieu de sortir danser, c'est bon, mais aller aussi dans les instances qu'il faut pour pouvoir obtenir les papiers leur permettant d'aller voter. Et c'est le moment de le faire. Le jour J, maintenant, vous avez tellement dansé, vous avez fourni assez d'efforts, mais vous n'êtes pas capable d'aller pour voter. Et c'est le moment de la sensibilisation à tous les niveaux pour que les gens qui veulent voter, pour qui ils veulent voter, tant mieux. Mais en tout cas, pour aller voter, il faut être détenteur d'un document te permettant d'avoir accès. Et le recensement, là, vous l'avez tout de suite dit, Ismaël, c'est que le ministère du Plan et de la Coopération doit aussi faire son travail. C'est-à-dire tous les secteurs qui sont impliqués doivent jouer leur rôle avant le jour J, parce que le vote, c'est un seul jour. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas que cette période électorale. Et j'espère que l'acquisition des documents, des pièces d'état civil ou des documents par un citoyen est une obligation, dans la mesure où d'abord c'est un droit. C'est un droit et un devoir. Pour qui que ce soit, n'est-ce pas, pour tous, en tout cas tout citoyen qui se réclame natif ou en tout cas de nationalité d'un pays, il faudrait quand même forcément les prouver, et on ne peut les prouver qu'à travers un certain nombre de documents. Donc cela passe nécessairement par le recensement. Oui. Et surtout que ce recensement a double vocation. Je ne suis pas tellement compétent pour en parler, nous avons des techniciens, mais ce qui reste clair, c'est d'une importance du jamais vu dans notre pays depuis un certain temps. J'espère que c'est une occasion opportune pour chacun, cette fois-ci, de figurer dans notre base de données. Oui. Il n'est pas dit que même un bébé, même l'enfant qui est né aujourd'hui, moi, chez moi, on est venu prendre, mon enfant aura 2 ans le 29 de ce mois, mais on est venu prendre, n'est-ce pas, son extrait d'acte de naissance pour pouvoir être biométrisé. Donc tout ça, n'est-ce pas, c'est pour dire que chaque Guinéen, qui que soit et quel que soit son âge, est concerné, n'est-ce pas, par vraiment cette opération de recensement, et que ça y va dans l'intérêt supérieur des Guinéens et du pays. C'est extrêmement important. Déjà, le collectif, nous saluons parce que là, vous êtes déjà en avance au-delà seulement, parce qu'il y a quand même de ces mouvements qui ne se contentent que, n'est-ce pas, de se regrouper pour tenir des discours, mais aller en fond et surtout se comporter parallèlement au programme et au projet de développement du pays, c'est extrêmement important. Parce que ce que vous dites là, ça se mesure à cela. C'est extrêmement important. Et M. Ismaël, ce que je voudrais aussi ajouter, nous, le collectif, non seulement nous sommes déjà sur le terrain pour sensibiliser les gens, et nous sommes en train d'organiser la jeunesse de Guékédou en groupement d'intérêt économique. Nous voulons voir d'abord le degré aussi de formation des gens, des hommes de métier qui se disent métier. Si tu es menuisier, nous voyons, est-ce que tu es vraiment un bon menuisier? Est-ce que tu n'as pas besoin d'autres formations? Et si tu es un mécanicien, donc nous essayons de les regrouper ensemble pour qu'à travers nous, les relations que nous avons, c'est-à-dire nous pourrons tirer les bailleurs, les partenaires, les partenaires vers ces jeunes, ces groupements d'intérêt pour qu'ils puissent avoir leur quotidien. Donc nous ne voulons même pas que les gens... Parce que notre objectif principal, c'est que le jeune n'attend pas l'État. Parce qu'aujourd'hui, tout repose. Les gens disent l'État, et nous, qu'est-ce que nous faisons? Il faut que nous soyons prêts. Il faut que, par exemple, si vous n'avez pas de groupement d'intérêt économique, par exemple, les entrepreneurs ne sont pas regroupés ensemble parce que chacun a une petite capacité et sa petite relation. Mais si tu es assis là, tu n'apprends pas, et que les autres, vous voyez les sociétés qui viennent travailler dans votre préfecture, et l'objectif principal, c'est que nous, d'autres personnes ne viennent pas travailler dans notre préfecture. Oui. Alors que les fils de la région, ils sont compétents, ils ont des entreprises, et ils voient ces marchés-là quitter chez eux. Parce qu'on se dit, moi, en tant qu'entrepreneur à Guékédou, je ne peux pas boycotter le travail que je dois, le contrat que j'ai eu à Guékédou. Parce que je suis là-bas, je vais terminer par là-bas, garde-moi de faire un mauvais travail. Donc il faut que nous, dans la seconde phase aussi, nous sommes en train de sensibiliser les jeunes et les regrouper en groupement d'intérêt. Merci, le collectif. Oui, Madame Kabat. Rajouter renchère pour ce qu'il dit, c'est que, comme les gens disent, ils attendent toujours l'État. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes tous États.
c'est pas ceux qui travaillent seulement dans le gouvernement qui sont État, mais c'est tout le peuple de Guinée. Donc il faut qu'ils comprennent cela et qu'il n'y a pas de développement sans paix. Donc ce message-là aussi est à véhiculer si je puis. Oui, c'est important. Un commentaire avec ces images et les explications de docteur. Oui, il faut saluer la maturité politique des Guinéens. Je parle de la maturité politique des Guinéens parce que avant, beaucoup d'opposants ou de politiciens abusaient de la crédulité des citoyens pour conquérir le pouvoir. C'est-à-dire venir tenir des promesses, des utopies, des rêves irréalisables. Quand je serai élu, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Moi, je dis ce sursaut national de Kassa à Yomou autour du président de la République, c'est pas lui qu'on soutient. Concrètement, c'est le développement. Le peuple de Guinée sait ce qu'il veut. C'est ce qu'il faut aussi retenir. Préciser. Au fait, nous ne sommes plus à notre première expérience politique en Guinée. On a déjà vu beaucoup de promesses, beaucoup de politiciens, beaucoup de discours. Monsieur incarne l'espoir, sans démagogie, parce que les routes qu'il est en train de faire, mais tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, tu marches sur ces routes. Bien sûr. Et en quittant, il ne va pas avec. C'est ce qui est important ici. Avec quelle qualité? On a vu ici des bretelles, des passages, des quartiers qui sont lotis depuis 32 ans, n'ont pas eu de goudron. Aujourd'hui, quand vous sortez demander la majorité... Sans compter des quartiers non lotis. Quand vous demandez la majorité des Guinéens, ce n'est pas seulement Guékédou, mais le développement, tout le monde l'aime. Je ne sais pas si c'est le changement ou le remplacement qu'on veut, mais si c'est le progrès, le développement que nous voulons, bien sûr, nous sommes en train de voir sans discours. Parce que ce qui est aussi aberrant, c'est de venir motiver circonstanciellement des gens, voter pour moi, quand je serai là, je serai là. Et généralement, ce qu'on a comme d'habitude ici, des provinces, des préfectures, et certaines localités sont touchées qu'au moment de la politique. Après ça, c'est fini, on ne voit personne. Mais aujourd'hui, le développement se réalise dans ces localités qui n'ont jamais eu la chance de voir un membre du gouvernement. C'est de la base au sommet. C'est pourquoi il y a plein d'autres projets aujourd'hui qui sont en train de se réaliser dans ces préfectures qui n'ont jamais eu la chance, ou dans ces localités, dans ces districts qui n'ont jamais vu un membre du gouvernement. Et avant, c'était juste au moment de la campagne qu'on les réunissait et les tenir des promesses et partir. Donc Guéguédou ne fait que reconnaître les efforts du président de la République. Moi, je l'ai dit, les 11 villes qui n'ont jamais connu le goudron, Guéguédou fait partie. Et aujourd'hui, la municipalité de Guéguédou est bitumée. La route qui était entre Kondé-Badou et Guéguédou, 35 km, est déjà faite. Et à la rentrée de Guéguédou, les 18 km qui restent sont aussi en train d'être réalisés. Il ne reste que 4 km. Donc aujourd'hui, cet élan de développement enclenché par le président de la République est soutenu par les patriotes et ça n'a pas de coloration. Exactement, de coloration, ni de prise de position. Très bien. Je voulais enchaîner, c'est-à-dire aujourd'hui, on a vu la Première République ici. Nous sommes aujourd'hui avec le CNRD, le gouvernement, le nouveau gouvernement qui nous dirige actuellement. Le peuple, on m'a dit, il ne s'est jamais présenté candidat dans un parti politique. Il ne s'est jamais présenté qu'il va être président d'abord. Mais il est sur le terrain en 3 ans. Ce qu'on a vu, tous les Guinéens ont vu. On n'a pas besoin de dire à Paul, voilà, en matière de télé, on n'a pas besoin de dire Ismaël porte telle couleur. On sait que c'est Ismaël qui est là, mais la tenue qu'elle porte, c'est en couleur déjà, donc on voit la tenue. Les gens qui n'ont jamais connu le bitume, qui n'ont jamais rêvé voir le bitume, sont en train de voir aujourd'hui le bitume. Les quartiers qui n'ont jamais su qu'il allait avoir le bitume chez eux, il y avait des gens qui étaient logés ici, qui confiaient leur voiture à des endroits pour pouvoir rentrer chez eux à pied, parce qu'il n'y avait pas accès. Ça, c'est déjà parti. Le problème de courant aujourd'hui, on en parle très peu. Le problème d'eau est en train d'être travaillé aujourd'hui. C'est que le concret se réalise sur le terrain, le peuple se manifeste. Le peuple se manifeste par rapport au concret de ce qu'il est en train de vivre, parce qu'il n'a jamais vu ça. Donc, la chose dit son nom directement. Et pour finir, Mamadi est en train de faire autre chose. Vous voyez, aujourd'hui, il a réuni les enfants pour une formation qu'on appelle le prétani. C'est une manière de lutter contre l'ethnocentrisme. Les enfants qui vont faire là-bas 10 ans, 20 ans ensemble, ils sont de même père, même mère. Est-ce qu'il y a Kissien là-bas? Est-ce qu'il y a Soussou là-bas? Est-ce qu'il y a Forestier là-bas? Est-ce qu'il y a Malinké là-bas ou Peul là-bas? C'est que ces enfants-là qui vont grandir là-bas ensemble, qui vont étudier ensemble, demain quand il y a les décès, les baptêmes, les mariages, ces enfants-là deviennent des frères et sœurs. Aujourd'hui, Mamadi est en train de faire autre chose en plus. C'est que quand vous prenez aujourd'hui
le monde entier bouge pour Mamadi. Parce qu'il est en train de bannir l'ethnocentrisme dans ce pays, le régionalisme. À un moment, il faut que tu sois Kissien pour que je vote pour toi. Il faut que tu sois Malinké pour que je vote pour toi parce que je suis Malinké. Donc bannir tout ça pour qu'on se donne la main et que ce soit une seule Guinée, pour que la Guinée soit pour les Guinéens. Parce que Dieu nous a donné cette partie de la terre. Il faut qu'on se donne la main ici pour développer cette partie de la terre et qu'on soit de même père et de même, qu'on soit des frères et sœurs. Merci Mohamed pour en tout cas tous ces rappels. On va donc poursuivre cette émission avec notre invitée, Madame Kaba Tété, directrice nationale adjointe de la promotion féminine et du genre. Et cette fois-ci, nous allons parler donc de l'innovation. Cette année, malgré la fête va se dérouler dans un contexte religieux qui est connu de tous, il s'agit du mois du Ramadan, il n'y aura pas assez de folklore. Vous avez parlé des activités prévues, notamment la lecture du Saint-Coran à la grande mosquée Faisal de Conakry, mais également des panélistes autour des thématiques des 12 points essentiels d'ailleurs, voilà, qui ont été donc à l'ordre à Beijing. Alors, avant de parler de la participation de la Guinée aux 69e session donc de la Commission, on va donc parler des innovations qui sont prévues par le département, notamment via votre direction. D'accord, merci bien. L'innovation, c'est l'organisation des panels, non seulement à Conakry, mais à l'intérieur aussi du pays. D'accord. Simultanément. Simultanément. D'accord. Ce qui sera fait à Conakry sera reproduit à l'intérieur par les représentations du ministère à travers les inspections régionales. Et pour la condition de la femme à New York, la Guinée pour la deuxième fois va organiser un événement parallèle en organisant aussi un panel à New York pour le développement du capital humain, investir dans le capital humain pour accélérer la participation de la femme. Ça, c'est le panel qui est à New York. Et j'ai manqué de vous dire que le thème retenu cette année pour le 8 mars, c'est pour toutes les femmes et filles, l'égalité, droit et autonomisation. Donc, c'est de ça dont nous avons besoin. Et ça coïncide au 30e anniversaire de Beijing, qui a commencé, dont la première date était en 1995 à Beijing. C'est pour cela que ça porte le nom de Beijing en Chine, la capitale de la Chine. Et en tenant ces panels-là, nous allons pouvoir non seulement connaître les progrès réalisés, puisque nous sommes à l'heure du bilan, mais aussi les défis et les problèmes qui assaillent les femmes, qui empêchent leur avancement. Donc, à l'issue de ces panels, nous allons recueillir les recommandations qui vont être proposées et essayer de voir comment les mettre en œuvre et pour avancer la cause de la femme. Non, déjà, il parle de Beijing. Moi, je me souviens encore en 1995, la Guinée a porté flambeau le nom du pays. Pourquoi? C'est le seul pays qui est parti avec une équipe de reportage féminine. Le seul pays au monde. Madeleine Maka était journaliste, paix à son âme. Agnès, la première caméra humaine, Agnès Camara était la caméra humaine. Alors la Guinée a été applaudie parce que c'est le seul pays qu'on a vu avec la rencontre de tous ces pays du monde. Une équipe féminine de reportage. Les Sarandaraba nous ont représenté dignement là-bas à l'époque. C'est Yvonne Condé qui était la ministre des Actions sociales. Oui. La maman de l'actuel ministre de l'enseignement préuniversitaire, c'est Paul. C'est sa maman qui était ministre. Les Sarandaraba ont été des conférencières là-bas et ça a porté fruit parce que la Guinée a été hissée à un rang très très élevé. Et donc rappeler ça encore et récupérer ça pour encore agrandir dans l'intérêt de la Guinée, c'est une très bonne chose. Et puis droit et l'égalité des femmes, y compris l'autonomisation, c'est toujours une bonne chose parce que nos mamans restent, nos mamans, elles demeurent. Sans les femmes, on ne peut rien. Il faut leur donner leur place, il faut leur respecter et il faut leur booster, il faut les accompagner. Et elle a dit quelque chose aussi de très important, c'est que ce n'est plus la mamaya. C'est aller trouver des personnes ressources comme panélistes qui vont non seulement donner des explications qu'il faut, des conseils qu'il faut, mais recevoir des questions qu'il faut pour qu'à tour de rôle, au retour, que ces dames-là puissent étudier ça pour de futures actions qui y va dans l'intérêt de la Guinée et de la Guinéenne. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Moi, je voudrais, à l'issue des panels que vous voulez bien sûr organiser, quel est le rôle que vous donnez à la femme dans la promotion de la paix et de l'unité nationale, parce que vous savez,
que partout où il y a la femme, ça représente la paix. Ça, c'est la première. Deuxième question, qu'est-ce que vous allez donner comme savoir, par exemple, entre la relation de la femme et l'économie dans l'entrepreneuriat pour permettre aux femmes aussi de décrocher des grands marchés publics que l'État réalise à travers le pays? Pour ce qui concerne le premier point, pour la paix, la Guinée vient d'élaborer, il y a quelques mois, vient d'élaborer en 2024 son plan d'action de la résolution 1325. Nous sommes à notre 3e génération. Pour l'élaboration de ça, toutes les parties prenantes, les femmes en politique, les ONG, les entrepreneurs, toutes les couches féminines ont participé à cette élaboration. Et la sensibilisation se poursuit. Nous sommes à 2 doigts de mettre en place le Conseil national des femmes de Guinée, qui est un conseil consultatif, mais qui va permettre aux femmes non seulement de connaître leurs droits, mais aussi les devoirs et de faire la dissémination dans leur territoire où elles seront. Elles sont présentes dans toutes les préfectures de la Guinée et dans les communes. Donc, comme vous le disiez, avec les femmes, on est sûr de garantir la paix. Si elles savent déjà l'importance de la paix, et d'ailleurs elles le font tous les jours pour calmer les ardeurs négatives. Pour l'autonomisation des femmes, nous formons les femmes à la gestion financière. Nous les mettons en relation à travers le FAEF, le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et des filles, avec des institutions financières pour pouvoir faciliter leur accès à des crédits. Aujourd'hui, plus de 1000 femmes en ont bénéficié. Donc, c'est déjà un pas. Et celles qui sont en train de sortir du secteur informel, dans le formel, aussi bénéficient de ces formations parce que c'est une condition qu'on leur donne. Parce qu'en se formalisant, elles ont plus de chances d'avoir des marchés, être en règle, en phase avec les règles qui régissent les marchés. Le seul problème, c'est qu'elles n'ont pas assez de ressources par rapport aux hommes, parce que c'est 30 millions qui est demandé. Demander à une femme de donner 30 millions quand elle n'est pas sûre d'avoir ce marché, c'est un problème. Donc, nous comptons sur les médias, sur vous les hommes, pour faire un plaidoyer à ce qu'on réduise le taux des femmes et qu'il y ait aussi la compétitivité positive, discrimination positive. Que quand il y a des marchés, c'est vrai, pour pouvoir permettre aux femmes d'avoir certains marchés. Si on dit que s'il y a il y a un marché, que sur la liste, si c'est 5, qu'il y ait au moins 5 entrepreneurs femmes, c'est pas parce qu'il y en a pas, il y en a. Mais c'est le manque de ressources fait qu'elles n'ont pas les mêmes accès et donner l'opportunité carrément aux femmes de voir. Parce que généralement partout où il y a les femmes, quand même, elles assument. Elles assurent. D'accord. Alors, on va donc faire le tour des tables parce que nous sommes presque... et là, d'abord, les 2 invités, avant donc le chroniqueur sur ce plateau. Et nous allons commencer par Madame Kaba Tété. Vous disiez, je sais pas. Le mot de la fin, le message par rapport vraiment à ce mois qui va donc se dérouler dans un contexte religieux, comme vous le savez, aux femmes, aux autorités, mais également par rapport à vos programmes cette fois-ci. D'accord. Nous profitons vraiment de ce mois de carême pour changer de notre façon de célébrer. Montrer aux femmes qu'on peut célébrer autrement, qu'on nous prenne plus au sérieux. Parce que le ministère est vu comme un ministère de fête. Or, c'est un ministère qui est très technique. En organisant ces panels, ils verront ce que le ministère fait au quotidien. Ce n'est pas seulement ces journées internationales-là.
Et nous avons vraiment besoin de l'accompagnement des hommes pour pouvoir avancer la cause féminine. Que ce soit les violences, leur autonomisation, leur prise de décision, parce que c'est les hommes qui sont en haut, c'est eux qui prennent les décisions. Donc, nous avons besoin de leur appui, qui nous accompagnent. Le gouvernement joue sa partition, les médias, la société civile aussi, les communautés doivent jouer leur partition aussi pour que cela soit effectif. Donc, c'est la doléance que nous avons envers la population guinéenne, toute sa composante, pour aider les femmes à avancer. Seules, elles ne peuvent pas. La collaboration entre cette couche féminine et bien sûr la couche masculine. Alors, docteur Demadouno, pour effectivement terminer dans cette émission, on vient donc de rentrer, on a quand même vu le compte rendu, nous sommes satisfaits du compte rendu, ce qui voudrait dire que nous n'avons pas été déçus de tout ce qu'on a fait comme communication par rapport à cette mobilisation. Et aujourd'hui, il y a d'autres projets que vous portez, notamment projets de sensibilisation. Alors, quel message à l'endroit non seulement de la jeunesse en général, mais également de ces jeunes qui vous regardent à partir de Guéguédou? D'abord, je vais commencer à motiver les femmes de Guéguédou Thiel Doumbouya, les femmes pour accompagner Madame la directrice dans les événements pour qu'elles puissent être nombreuses à y participer. Et ça, c'est un premier aspect. Celles qui sont présentes à Conakry. Celles qui sont présentes à Conakry et même celles qui sont à l'intérieur, parce que c'est une fête nationale, peuvent rejoindre tout et manifester leur présence pour soutenir les bonnes initiatives. Parce que c'est ça notre objectif. Et deuxièmement, j'aimerais aussi remercier le ministre de l'Information, M. Fana, qui nous a accompagnés pendant les préparatifs et pendant aussi même l'activité, parce que c'est là qui a couvert l'événement. Et maintenant encore, nous recevoir encore ici aujourd'hui, ce ne sera que de le remercier, parce que si ce que vous passez, ce que vous faites est vu par le monde, c'est qu'il y a quelqu'un derrière vous. Qui vous accompagne. Et nous remercions aussi aux autres ministres, les ressortissants de Guéguédou. Et surtout, je n'avais pas dit non, le directeur national, je crois les travaux, c'est les travaux publics, le directeur Condé. On le remercie. Les ministres. Mami Condé. Oui. Le directeur national des routes nationales. Voilà, route nationale, voilà, Mami Condé, qui a aussi soutenu, qui continue à nous soutenir. Les ministres Benoît, François Bourono et les 3 ministres que j'avais cités. Et merci aussi à cette jeunesse, à la population de Guéguédou, qui prouve son affection, son attachement aux idéaux du général président Mamadi Doumbouya. C'est que je vais donner aussi, non seulement à Guéguédou et à toute la République ou à tout le peuple de Guinée, nous ne pouvons faire tout ça s'il n'y a pas de paix. Il faut que nous cultivons l'unité, il faut que nous travaillons dans l'harmonie, il faut qu'on se respecte. La cohésion sociale, qu'on se donne la main, que nous puissions soutenir le gouvernement. Parce que sans paix, nous ne pouvons pas aboutir. On ne peut pas parler de développement. On ne peut pas parler de développement. Ouais. Mohamed, merci aussi à M. Ismaël. Tu sais ce que le ministre l'a dit? Le ministre a dit à Ismaël que tous les Guinéens ont le même droit sur la télévision nationale. Donc tu viens de n'importe où, si tu es de la Guinée, tu veux parler de l'avantage et de l'intérêt de la Guinée, tu es la même. J'ai mon ami Djibril qui est au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, je suis plus avec M. Ismaël que Djibril. Merci à Djibril aussi parce qu'il m'a montré un bon ami. Voilà, Mohamed 3. Non, rapidement. Je ne peux que remercier parce que nos prières ont été éduquées par le bon Dieu. Il est avec nous ici, partout on a vu la preuve. Donc, merci à vous du courage et ne vous couragez jamais. Comme vous l'avez si bien dit, n'attendez pas l'État. Quand l'État vous voit à l'œuvre, il viendra vous assister. Quant à madame, j'aurais bien voulu que vous dites à madame Charlotte, vous
leaders qui sont à l'intérieur du pays, et à tous les niveaux, qu'elles acceptent un jour que vous vous retrouvez dans un point, à l'exception même de cette fête des femmes-là, pour que vous échangez par rapport à vos revendications, et chacun va apporter un plus. Je crois que c'est plus, peut encore vous donner autre plus, pour que les dames puissent aller de l'avant, parce que pourquoi vous êtes nos grands-mères, nos mamans, nos tantes, nos sœurs, nos cousines, nos nièces et nos épouses, nos filles également. Oui, vous voulez juste apporter des éclaircissements? Oui, parce que lors de l'immersion, ça a été une opportunité pour Madame la ministre Charlotte Daffé de toucher du doigt des réalités, parce qu'elle a été dans les communautés pour voir, dans les villages même les plus reculés, pour voir vraiment ce qui se passe, connaître le problème, les conditions des femmes. Et ce qui la motive davantage à ce que tout ce que nous faisons en Guinée, à Conakry, se reproduise à l'intérieur. Et depuis qu'elle est à la tête de ce département, tout son souci, c'est quel est l'impact des actes que nous posons tous les jours sur les femmes de l'intérieur du pays. De l'intérieur du pays. Sur les cibles. Il faut vraiment, tout ce que nous devons faire doit avoir un impact positif sur les cibles. D'accord. Sur les cibles. Abakar Junior. Ismaël, ne serait-ce que dire merci et souhaiter bonne chance, bonne fête à nos mamans, sans lesquelles on n'est rien. Merci. Dire que l'homme et la femme, l'égalité, il n'y a pas d'égalité entre la femme et l'homme. Elles sont plus que nous. Non, vous êtes au-dessus de nous. Les femmes sont plus que les hommes. Parce que c'est grâce à la femme qu'on est tous là. D'accord. Donc, merci à elle. Zino n'a jamais frappé sa femme? Non, jamais. Jamais. C'est vrai. Ismaël, même dans le Coran, ne m'amène pas dans le Coran. Non, je vais dire ça en bon souci. Miri bar miri fisebe. Donc, bar miri nanginera. Elles sont plus que nous. D'accord. Voilà. Alors, ça c'est bien dit. Madame, j'irai inspecter à la maison au cas où monsieur disait le contraire. Voilà. Jamais. Alors, pour votre information, si tout va bien, demain, on sera donc dans les forêts et pourquoi pas dans l'environnement. Et puis, nous allons recevoir les acteurs, sauf changement de dernière minute. Nous allons voir les acteurs du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et c'est sous ce mot, et téléspectateurs, que nous vous quittons au compte de cette troisième journée du mois saint de Ramadan, que vraiment le Tout-Puissant Allah accepte toutes nos prières qui seront dites courant ce mois, mais une fois encore, que le Tout-Puissant Allah nous pardonne, car il est l'unique possesseur de l'univers et n'est-ce pas, son contenu. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe technique, la réalisation, Fatou et pourquoi pas Nsira Bangoura. Je vous retrouve demain avec d'autres invités autour d'autres sujets, si tout va bien. Excellente journée à toutes et à tous.